Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. Nous allons discuter. On va parler rapidement donc des États-Unis, on va parler du Canada et surtout donc essentiellement du continent africain et notamment donc ce qu'il faut faire justement à l'heure actuelle pour pouvoir sauver notre économie. Donc je parle bien évidemment du pays qui est je te laisse noter dans les commentaires. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je vais me présenter à toi. Je m'appelle Abraham et donc tu es sur la chaîne LTI Business. Sur cette chaîne, on parle essentiellement donc de business, on parle d'investissement, donc du retour au pays et on parle du partage de connaissances puisque justement on partage également tout ce qu'on a pu apprendre, notamment donc sur l'investissement, etc. Donc on parle un petit peu de tout, mais surtout de ce qui nous concerne. Après, on reste des citoyens du monde, mais effectivement, ces citoyens du monde viennent de quelque part. Donc voilà, et on va donc tout simplement parler de ça. On va passer un petit bout de temps à discuter justement donc sur la situation un petit peu économique de notre pays et ce qu'il faut faire tout simplement par rapport à ça, se donner des pistes du moins, parce que voilà, on n'a pas la science infuse. Et je pense que plutôt que de critiquer ce pays, donc le voir différemment, la critique c'est très facile. Et je pense que voilà, les insultes également c'est très facile, mais lorsqu'il faut vraiment proposer certaines choses, du moins peut-être le rappeler, parce que je doute fort que certaines personnes au niveau dans lequel ils sont donc n'aient pas connaissance de certaines choses, n'aient pas connaissance des manières dont il faut prendre certaines décisions pour pouvoir donc emmener les choses différemment. Donc je doute fort de cela. Donc la question que je me pose, c'est bien évidemment pourquoi, qu'est-ce qu'il faut en fait, qu'est-ce qui nous manque, voilà, qu'est-ce qui nous manque pour justement faire les choses, parce que quand on prend en fait le panel de tout ce qu'il y a, je pense qu'on est capable en fait d'adopter beaucoup de choses assez rapidement, avec les informations qu'il faut, avec les personnes qu'il faut, à faire respecter également les décisions, parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc la question, c'est de comprendre pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, on se pose quand même cette question, pourquoi autant de lenteur, pourquoi tant de chemin à parcourir, pourquoi en fait les choses ne vont pas aussi vite que ça, pourquoi, quel est ce gène, quelle est cette cause, quelle est cette chose qui fait que on se retrouve encore en 2025, toujours dans les mêmes difficultés qu'il y a dans le temps. Donc voilà, c'est une question essentielle que je me pose et je pense que nombreux peut-être se posent la question, donc il serait tout simplement temps d'en discuter. Alors, on va un petit peu aux États-Unis. Voilà. Donc aux États-Unis, vous avez vu, hein, donc là dernièrement, j'avais fait une vidéo justement sur les États-Unis où on parlait donc du passage de Donald Trump, certainement, hein, qui devait tout simplement gagner, et s'il gagnait les élections, donc il partait favori, tout simplement. Et donc, suite à ça, il a emporté tout simplement les élections. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez vu les premiers décrets qu'il a signés, donc ils vont dans ce sens. Ils vont dans le sens de sa projection, ils vont dans le sens de sa vision, de son image, donc de tout ce qu'il avait donc prévu lorsqu'il reviendrait. Et ça tombe bien. Vous voyez, vous vous rendez compte que, au final, les États-Unis, à travers donc son président, sont tout simplement en train de mettre en place un système de bunker autour d'eux. Dans quel sens je dis ça? Parce qu'ils sont en train de faire le nécessaire en fait pour pouvoir protéger leur économie. Donc vraiment, ils n'ont plus en fait de dépenses à faire à l'extérieur. Ils veulent essentiellement donc se concentrer sur eux pour pouvoir donc faire en sorte à ce que leur population se porte mieux, que l'économie soit un peu plus stable, qu'il y ait pas mal de choses qui leur soient favorables. Et donc, il est pour eux maintenant hors de question de faire des dépenses en fait pour tout ce qui est externe, notamment. Face au défi de Donald Trump, quels sont les enjeux et les menaces? Les deux obsessions européennes de Trump sont parfaitement connues et identifiées depuis longtemps. La défense et le commerce, ça se résume en deux phrases. L'Europe ne paie pas assez pour sa sécurité et elle n'achète pas assez de produits américains. Donald Trump, mardi dernier, au lendemain de son investiture. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take our cars. They don't take our farm products, essentially. They don't take very much. We have a $350 billion deficit with the European Union. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. Ils sont bons pour les droits de douane. Leurs alliés, etc., etc. Donc, essentiellement, ils sont vraiment concentrés sur une politique qui est axée interne et ils veulent plus, on a l'impression, donc du moins c'est de la communication, vous le savez, donc on a cette impression qu'ils ne veulent plus en fait être le gendarme du monde et que chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons pourvu qu'on puisse continuer à collaborer, rester sur tout ce qui est relations bilatérales. Il est vraiment axé sur une politique interne,
Donc, ça va tout simplement ramener pas mal de choses de positifs dans son pays. Et je pense que les Américains, c'est ce qu'ils attendaient un petit peu aussi, c'est d'avoir un président qui allait plus être axé donc sur la vision de son pays, se soucier du bien-être de son peuple et surtout de l'accompagner à réussir, de l'accompagner à sortir des situations difficiles, de l'accompagner vraiment à résoudre tout un tas de choses. Parce que Donald Trump est tout simplement là et je pense qu'il a des solutions à apporter vis-à-vis de tout ça. Donc, ils ont notamment cette guerre qu'ils ont avec la Chine en termes d'économie, parce que voilà, la Chine, en réalité, je pense que ça doit être la première puissance mondiale économique aujourd'hui, même si on veut pas l'accepter, même si voilà, mais je pense que les chiffres le prouvent. Et sa manière de faire également, donc a pu tout simplement propulser ce pays depuis des années. C'est vraiment des gens qui sont axés sur leur économie, qui sont vraiment axés dans la production et qui vraiment emménagent tous leurs efforts et toutes leurs idées. Donc tout simplement à faire grandir leur pays. Voilà, l'objectif, ça c'est leur. Et je pense qu'ils le réussissent à merveille. Et donc Donald Trump, étant élu, va essayer, je pense, de jouer toutes ses cartes en main pour pouvoir protéger cette économie américaine, favoriser donc les sociétés américaines. Et pour tout ce qui est externe, notamment on voit l'exemple avec TikTok, bon, on vous le rabâche assez avec les oreilles en ce moment, donc je vais pas encore m'attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Et notamment sur le plan sécuritaire. Donc voilà, ça reste propre à lui, ça reste propre à ses idées, donc ça reste propre aux Américains. Vous voyez, les décrets qu'ont signé Donald Trump dès son arrivée, tout simplement. Il coupe le budget sur la subvention de l'Ukraine. Donc il signe d'autres décrets sur l'immigration. Et voilà, il y en a d'autres également donc, qui sont plutôt favorables. Mais bon, on n'est pas dupe. Je pense qu'il faut continuer à travailler, on doit s'axer donc sur nous-mêmes. Il était essentiel quand même de discuter un petit peu de ce qui se passe un peu aux États-Unis parce que aujourd'hui les grandes puissances sont regardées, les grandes puissances sont prises en exemple, les grandes puissances, mais je pense qu'il y a aussi plus petits et il faut se concentrer sur ça, mais on arrivera tout à l'heure sur ce sujet. Et notamment, donc, parlons un petit peu, vous avez vu au niveau du Canada, c'est une grande crise qui est à l'horizon. Donc vraiment, le Canada est en chute libre. Donc, qui l'aurait cru? Voilà, qui l'aurait cru? Avec un système qui est un petit peu axé sur lui-même, qui n'est pas trop ouvert au niveau mondial. Donc, je pense que voilà, il y a pas mal de choses à faire de leur côté. Ils ont tout pour pouvoir réussir, mais il faut s'ouvrir parce que quand on est fermé au final, donc on subit. Quand tu as quelque chose à l'intérieur, pour pouvoir avoir le LED, c'est difficile. Donc, ils ont choisi leur système qui est un peu voilà axé sur eux-mêmes. Et je pense que il y a des choses à revoir là-dedans. Bref, on passe. Ce qui nous intéresse tout simplement, donc c'est surtout ce qui a été fait. Et on va voyager, donc on va descendre un petit peu vers ce qui nous ressemble, ce qui devrait nous assembler et ce qui devrait faire en sorte à ce que nous soyons donc également producteurs, qu'on soit une grande puissance, qu'on soit tout simplement donc liés et que ça puisse nous permettre d'en profiter pleinement, surtout sur le plan économique, sur le plan social. Et sur d'autres plans également. Donc on va parler tout simplement du continent africain. Enfin, je vais m'arrêter un petit peu sur ce qui se passe sur certains pays. Donc on a appris récemment que vous avez le Mali par exemple qui va se mettre à fabriquer des armes. Waouh, c'est merveilleux. Ça va nous changer du reportage qui était vraiment... je trouve que c'était une caricature. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Un manque de respect total, mais bon, ça partait de notre vision tout simplement. À nous de réfléchir et puis de faire en sorte à ce que les autres nous respectent. Parce que quand tu donnes le bâton pour te faire battre, effectivement, il y a des spécialistes et il y a des gens qui prennent ce bâton pour te taper sur la tête. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu veux te ridiculiser, tu auras toujours quelqu'un pour l'exposer. Donc voilà, à toi de choisir si tu veux prendre une distance ou si tu préfères être sur ce chemin. Ou voilà, c'est un choix après la vie, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, ils vont fabriquer des armes. Mais qu'est-ce que ça peut emmener? Je ne pense pas qu'ils soient destinés uniquement donc à l'interne. Je pense que derrière, il y a aussi un marché. Il y a un marché à prendre. Comment est-ce que ça va se passer? Comment ils vont gérer? Est-ce que les voisins, en termes d'accords, seront en mesure d'acheter? Quels sont des choses qui seront anticipées pour pouvoir peut-être freiner ce type de développement? J'ai envie de dire développement, pourquoi? Parce que, vous savez,
Un pays qui n'a rien en termes d'armement, on peut pas parler quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as une richesse qui est forte. Comment tu peux te protéger d'un prédateur si tu n'as rien? J'ai envie de dire, tu vas pas aller chasser un lion avec un lance-pierre. C'est pas possible, tu vois. Donc il te faut quelque chose pour pouvoir riposter en cas d'attaque, en cas de voilà, ne serait-ce que pour pouvoir dissuader. On ne parle pas forcément d'une grande puissance nucléaire, mais tout simplement pour pouvoir dissuader donc certains à ne pas venir t'attaquer. Donc est-ce que c'est possible en ayant un lance-pierre? Non. Donc voilà, c'est important de pouvoir produire. Maintenant, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place. Il y a des lois qui ont été votées. Il y a des. Aujourd'hui, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire concrètement que tu as des personnes qui sont déjà très grandes, qui ont tout fait, qui ont tous les droits. Et donc, si tu as besoin de te développer, si tu as besoin d'armement pour te protéger, eh ben, tu vas devoir aller acheter et te fournir auprès d'eux, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit, rédigé, noir sur blanc. Donc, voilà, c'est comme ça. Et si tu essaies de changer donc, de fournisseur, ça devient très difficile pour toi. On trouverait toujours un remplaçant parce que il y en a à la queue leu. Donc, chez nous, c'est comme ça, malheureusement. Donc le Mali devrait plutôt faire très attention sur ça et la manière dont ils vont produire, la communication qui sera employée, mais je pense que c'est bénéfique aussi et c'est un exemple aussi pour les autres. Alors si les autres sont capables d'une force de dissuasion, je ne vois pas pourquoi les autres aussi donc n'auraient pas accès à cette capacité, cette possibilité de dissuasion. Parce que bon, on produit peut-être du nucléaire, mais ce ne sera pas pour demain le nucléaire. On n'aura jamais d'autorisation. Faut pas rêver, parce qu'on est catégorisé comme des personnes qui sont un petit peu, voilà, comme des enfants. Et il faut derrière qu'il y ait un père qui vienne les aider, qui vienne surveiller ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont pas mettre les doigts au feu? Est-ce que voilà, ils vont pas se faire agresser? Est-ce qu'ils marchent droit? Est-ce qu'ils vont pas tomber? Est-ce que ils ne seront pas volés? Est-ce qu'ils sont assez matures finalement? Est-ce que ce sont des enfants qui sont capables de gérer leur pays? C'est comme ça qu'on est perçu en termes d'Africains. En tant qu'Africain, il faut dire la vérité. Et c'est une vision qui est là, elle est comme ça. Et on doit se battre justement pour changer cette vision parce que c'est à nous de prendre nos décisions, c'est à nous de grandir, c'est à nous de faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Et je pense que ça, ce qui se passe donc au niveau du Mali, c'est un exemple aussi donc pour tant d'autres pays d'Afrique qui doivent également commencer à produire ce genre de choses, ne serait-ce qu'en termes de dissuasion. Et je pense que c'est pas plus mal. Après, derrière, il y a des partenaires, effectivement, qui ont un train d'avance donc sur ça, mais je pense qu'on est capable aussi, et on a des ingénieurs également qui ont étudié, bon, ils ont peut-être pas pu, parce que certaines raisons font que quand tu es étranger à un système, tu peux pas forcément accéder aux études qui te permettent d'aller apprendre certaines choses qui représentent la base en fait de la sécurité. Donc il y a une protection, il y a beaucoup de choses qui sont liées et c'est difficile au final d'accéder à ça. Donc, mais je pense quand même qu'ils peuvent former et je pense qu'il y a peut-être des partenaires qui sont en mesure de s'aider un petit peu, de donner quelques tips comme on dit et à partir de là, ça permet tout simplement de fabriquer des choses assez concrètes. D'autant plus que quand tu commences au départ, il y a toujours des ratés. Donc voilà, et ça c'est normal. Donc il y aura forcément des choses qui seront mal faites, c'est normal, le temps d'apprendre, le temps de faire ses erreurs, le temps de... Voilà, mais si on avait donc une réelle aide, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ça, ça nous permettrait tout simplement de faire pas mal de choses en amont. Et là, on va tout simplement donc aller dans ce beau pays que j'aime tant, ce beau pays qui est mien, ce beau pays qui a tout pour réussir, ce beau pays qui en réalité a un excellent avenir, ce beau pays qui est tant aimé en vrai, tant il est préservé, tant il n'est pas exposé en fait médiatiquement, ce beau pays qui est le poumon économique de beaucoup de choses, ce beau pays qui devrait avoir une autre destinée tout simplement. Et vous savez de quel pays bien évidemment je parle. Vous me verrez jamais critiquer mon pays. Je l'aime tellement. J'ai tellement d'amour donc pour ce pays que je le verrai toujours de manière positive. Vous savez, quand tu viens de quelque part, tu as toujours cette conscience, tu as toujours cette chose en fait qui t'appelle
et qui te demande de regarder, qui te demande de voir un peu ce qui s'y passe, de voir un petit peu quelle est ta vision par rapport aux choses, de voir un petit peu comment il évolue. Et ça t'emmène en fait à avoir plutôt une vision assez large et lointaine. Et quand tu essaies de voir en fait dans les profondeurs de ce qui s'y passe, bah, tu te rends compte qu'en réalité, un pays qui a 6 millions d'habitants, il y a tout. C'est-à-dire qu'une seule ressource pourrait tout simplement générer énormément de bénéfices, énormément de choses pour pouvoir faire tourner économiquement ce pays. Et ça, il n'y a personne qui me l'enlèvera de la tête. C'est impossible. Et je me dis qu'en fait, au final, quelles sont peut-être les solutions à apporter peut-être à ce pays? Et je pense qu'il faut revoir certaines choses, certains points. Et je pense que quand les choses vont mal économiquement, les vannes, en fait, il faut les fermer. Les vannes, il faut les fermer. Donc, les vannes, il faut tout simplement... Les vannes, il faut les fermer et surtout installer des filtres pour voir s'il y a des fuites. Et donc, ces filtres vont tout simplement récupérer certaines choses. Et puis, derrière, on aura juste à utiliser un petit peu certaines techniques qui sont mises en place. Parce que je pense que ce pays ce pays, en fait, a tout pour réussir. Qu'importe la vision de certains, qu'importe ce que chacun pense, etc. Pour moi, ce pays a vraiment tout pour réussir. Et personne ne me l'enlèvera de là. Et quand je vois cette fuite de talent, cette fuite de ces enfants, la fuite de ces intellectuels, la fuite de tout ça, tu te poses la question en fait, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi surtout? Mais il y a des solutions en fait à ça. Et je pense que si on parle proprement d'économie, pour moi ce pays par exemple n'a pas besoin de l'aide du FMI. Parce qu'il a tellement de ressources. On ne va pas les énumérer, on le fait assez. Tu prends une ressource, le nombre de personnes qui... Donc ça veut dire que... Mais quand tu vois, il y a une masse déjà, il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles il faut réduire. Je pense qu'il faut pouvoir tout simplement prendre certaines décisions. La première décision par exemple qu'on aurait pu prendre, ce serait de se dire plus de dépenses inutiles. Donc plus de dépenses inutiles, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut énumérer là-dedans. On peut, au nom de la nation, au nom de la crise, au nom de certaines choses, on serait capable tout simplement de se dire, prenons un décret, et un décret qui permet tout simplement de se dire, par exemple, sur 5 ans, on va axer les priorités vraiment vers tout ce qui est nécessaire. Ça veut dire, pour tout le reste, zéro dépense. Je pense qu'un pays peut prendre ce type de décision. Se dire, par exemple, que pendant 5 ans, pas de dépenses inutiles, que des dépenses sur tout ce qui va générer, en fait, non seulement des fonds, donc pour pouvoir le faire tourner, mais aussi dépenser uniquement sur les priorités. Donc, c'est-à-dire axer une liste de priorités. On devrait être capable tout simplement de se dire qu'il faut faire des économies. On devrait être capable de se dire qu'il y a pas mal de choses à revoir. Je pense qu'il faut prendre en considération donc, les demandes du peuple et je pense que et les traiter en priorité. Ça, pour moi, en fait, c'est une base, tels que les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes au niveau de la santé, les problèmes au niveau du transport, donc l'état des routes, etc. En fait, si on axe vraiment, et j'en passe, il y en a d'autres, mais voilà, essentiellement, c'est plutôt cela. Si on axe vraiment, en fait, les efforts, qu'ils soient donc humains, matériels, financiers,
si on axe les priorités sur ça, j'en suis quasi certain que le pays va faire boum, une flèche. C'est une flèche. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'en 2025, en fait, on se pose encore ce type de questions? Bon, je pense qu'on a tous accès à la technologie, on voyage plus ou moins tous, on voit un petit peu ce qui se passe chez les autres, donc pareil, on a la possibilité de copier chez le voisin ce qui s'y passe pour l'introduire également chez soi. Et je pense que ce pays, en fait, a un bel avenir devant lui. Ce pays a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir réussir. Ce pays a toutes les cartes en main. Et ce pays, on ne le répète jamais assez, est extrêmement riche. Alors, comment est-ce qu'on n'arrive pas à axer, en fait, des priorités? D'autant plus que toutes ces priorités, en fait, peuvent nous permettre tout simplement d'attirer des investisseurs, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui nous empêche réellement de nous établir de cette manière? Quel est le frein? Parce que, moi, à un moment, tu te poses la question, tu te dis, en sachant par exemple qu'une seule ressource serait capable de gérer les 5-6 millions d'habitants qu'il y a. Une seule ressource. Et on en a combien des ressources? Parce que bien traité, honnêtement, gérer peut-être différemment, ces ressources auraient la possibilité de générer assez de fonds pour pouvoir maintenir un pays, le faire tourner et traiter ses dépenses. Je pense qu'on en est capable. Et je pense qu'il n'y a personne qui dirait le contraire. Mais on a combien de ressources? Donc je pense qu'en fait, au-delà de tout ce qu'il y a, parce que voilà, que ce soit les bruits et autres, moi je ne m'arrête pas sur ça. Il y a des choses en fait que je ne vois pas, parce que voilà. Au-delà de tout ça, il y a quand même une certaine vision à avoir. Ce pays possède tout. Mais finalement, qu'est-ce qui l'empêche de décoller? Regardez les voisins qui aujourd'hui commencent même à fabriquer des armes. Et qu'est-ce qui empêche à ce beau pays qui possède tout? C'est un pays qui est béni, qui a toutes ses cartes en main. C'est un pays qui a une extrême grande richesse. C'est un pays qui ne devrait pas connaître en fait une crise économique. Peut-être que, voilà, mais en interne, j'ai envie de dire en interne, puisqu'on a parlé des États-Unis qui est en train d'axer sa politique justement au niveau d'interne, mais je pense que voilà, il faut qu'on soit capable en fait de voter certaines lois qui vont permettre, pendant 5 ans par exemple, de ne plus faire de dépenses sur quoi que ce soit qui n'est pas nécessaire et d'engager uniquement des dépenses pour pouvoir faire tourner économiquement le pays. Bon. Je pense qu'il y a des projets qui doivent même plus avoir lieu parce que ça demande un certain nombre de financements. Il y a peut-être des projets qui ont été mis en place, etc. Donc je pense qu'il faut peut-être les stopper et se consacrer uniquement sur ce qui est essentiel. Parce que si on se consacre en fait sur ce qui est essentiel, tout le reste, avec une suite qui est extrêmement logique, va se produire. Parce que, une fois de plus, il y a déjà une vidéo que j'avais fait où je disais justement que l'État ne peut pas tout supporter. Il y aura des investisseurs. Si on met la base, si on met le minimum, si le minimum fonctionne correctement, ça veut dire que on peut circuler, on peut avoir de l'électricité pour faire tourner certaines choses, on peut être sécurisé, on peut pouvoir donc se nourrir correctement et surtout on peut se soigner et on peut éduquer. Donc à partir de là, tout le reste est logique. Si on axe vraiment les priorités, et je pense que ça devrait être ça en fait, la carte en main, parce que ça va faire décoller tout le reste. Alors, est-ce que c'est dans notre politique, au niveau du pays, de ne pas vouloir qu'il y ait des investisseurs? Bon, je ne pense pas.
tout pays a besoin d'évoluer. Alors, c'est soit, en fait, parce que faut pas se leurrer, hein, on est en Afrique également, donc on sait comment ça fonctionne. C'est soit le pays donc gère tout, soit c'est l'État qui gère tout. Donc ça veut dire tout est public, donc il n'y a rien de privé. Soit le pays gère tout, et là il faut le gérer avec une main de fer, parce que avec une tolérance zéro, parce que ça va justement permettre de remettre les cartes